Bonjour à tous et bienvenue sur la route de nos croix. Aujourd'hui, au cœur de notre aventure, je vous amène faire le tour du patrimoine religieux régional. Et aujourd'hui, nous commençons cette saison par l'église d'Héberville. Et pour un petit portrait, l'église d'Héberville est la première église qui a été ouverte au lac Saint-Jean. Alors suivez-moi. Alors aujourd'hui, nous sommes accueillis au sein de la communauté chrétienne Notre-Dame de l'Assomption d'Héberville, une communauté érigée en 1868, bien que ses origines remontent à 1849 et que l'église actuelle a été finalisée en 1913. Le bâtiment patrimonial se démarque par son histoire unique. Son clocher porte 3 cloches différentes qui ont été bénies et installées en 1915. En son cœur, nous pouvons y retrouver des toiles du peintre québécois Charles Huot, installées par l'artiste lui-même en 1916. L'Église a également reçu beaucoup d'amour au fil des décennies, de par 3 moments marquants entre les années 50 et aujourd'hui, et dont les couleurs intérieures en auront laissé leur marque. En 1950 par le rose, en 1978 par le vert, et enfin en 2015 par le bleu, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Allons maintenant rejoindre Madame Hélène Girard et Monsieur Jérôme Fortin pour en connaître plus sur son histoire. Bonjour, je m'appelle Hélène Girard. Je suis une enseignante à la retraite et mon projet de retraite, ça a été d'écrire l'histoire de mon village. Ça veut dire les écoles, ça veut dire l'église, ça veut dire les mamans, comment ça vivait, les premiers colons. Et j'étais publiée dans le journal local publié par la ville, Le Lien, pendant 7 ans. Et c'est comme ça que j'ai appris mon histoire. Parfait. Bonjour, moi c'est Jérôme Fortin. Moi je suis bénévole, servant de messe au niveau de l'église. Moi je suis importé, je viens de Lac-à-la-Croix, mais depuis 1993 que je demeure ici à Héberville. Puis au moment de ma retraite, je m'étais toujours dit, un jour, je vais faire du bénévolat. Donc, je suis embarqué dans le système, si on veut, de bénévoles. Donc, j'ai fait partie du conseil de fabrique. Maintenant, je fais partie du groupe liturgique. En équipe, on organise les célébrations de messe, les funérailles. Donc, avec, comme de raison, les prêtres qu'on a à toutes les 2 semaines seulement. Alors, merci, Madame Girard et Monsieur Fortin, d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, si on est présent, c'est pour faire un survol de l'histoire de la communauté, mais également essayer de se projeter sur l'avenir de cette dernière. Je vais commencer par vous, Madame Girard. Pourriez-vous nous parler des événements marquants qui ont eu lieu à Héberville depuis sa création? Héberville a été fondée en 1849 par la Société de colonisation de Kamouraska, qu'on appelait la SIC, en collaboration avec les prêtres du séminaire de la Pocatière. Alors, les garçons, on le sait, les garçons québécois devaient s'exporter aux États-Unis pour vivre et gagner leur vie. Alors, on a ouvert des mouvements de colonisation. C'est ainsi que le curé Hébert a trouvé Héberville et le lac Saint-Jean. Avec 44 colons, il a passé 4 mois, retourné à Kamouraska pour revenir. Et dès 1851, il y a eu des familles à Héberville. Parfait. C'est comme ça qu'on est parti. Et si on faisait un petit résumé de ce qui s'est passé depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, quels seraient les moments marquants de cette période-là? Les moments marquants, c'est certainement la fondation. Puis le curé Hébert était un homme d'affaires. J'ai constaté ça en lisant et en le connaissant mieux. Il y avait aussi la chance que son père était député.
à l'Assemblée nationale au Québec. Alors, les coulisses du pouvoir, ça a toujours un peu existé. Donc, il avait obtenu pour développer 6 cantons. Donc, c'est comme ça qu'on est devenu le berceau du Lac-Saint-Jean, la paroisse mère, parce qu'on a cédé du territoire à 6 paroisses aux alentours. Je dis bien cédé et non vendu. Alors, 51, il y a eu la construction des 2 moulins. Un moulin à farine, près de la chute, et un moulin à scie. Alors, du bois, on en a. C'est des arbres. Alors, on fait des billots, on fait des planches, on bâtit des maisons. Moulin à farine, les terres se sont révélées très fertiles. Alors, on a des grains. Avec des grains, on fait de la farine. Avec de la farine, on fait du pain. Et il y avait à l'intérieur du moulin à farine un moulin à carder. Alors, la laine des moutons, parce qu'ils avaient amené de Kamouraska. Donc, on se fait des habits, des pantalons, des couvertures. Ça y est, la colonie est partie. Parce qu'il y a eu des industries. Et Héberville a surtout vécu de l'industrie de l'agriculture, des terres renommées. Ensuite est arrivée l'industrialisation. Alors, les hommes ont eu des emplois à l'Alcan à partir de 1925. Le train est venu à Héberville Station d'Héberville. L'histoire toute se tient, oui. Hein? Et Héberville, c'est un village où la population ne baisse pas. Parce qu'on a l'école secondaire jusqu'en secondaire 5. Pour des jeunes familles, c'est bienvenu. Un centre de ski et il y a un sentiment d'appartenance spécial à Héberville. Les jeunes embarquent dans l'histoire. J'ai vu ça au 175e, en 2024. C'est un comité de jeunes. On fait des fêtes à leur image, à leur goût. Et les gens embarquaient. Les gens ont participé. Et nous sommes aujourd'hui dans la plus vieille église du Lac-Saint-Jean, comme vous l'avez mentionné. Est-ce qu'on a un petit historique de ce bâtiment-là qui est, si je me rappelle bien différent que celui initial? Oui, ça a commencé, c'est sûr que la religion étant très présente, dès 1851, au-dessus de la chute, il y avait les moulins en bas. Il y avait le grand camp où les 7 premières familles habitaient. Les communes étaient inventées, Héberville, ça, hein, en passant. Puis le curé Hébert avait fait une petite chapelle en bas à la chute. Ensuite, en 1857, la population grossissait. On a monté sur la butte et il y a eu une autre chapelle ici, exactement au même endroit que l'église. Assez que quand on a commencé à bâtir l'église, en 1879, on n'a que 30 ans. Dans les environs, puis les autres villages qui ne sont pas encore formés, mais il y a du monde, il y a 3000 personnes. Donc, il faut agrandir, il faut bâtir. Et on a bâti l'église par-dessus la chapelle pour ne pas arrêter le culte. Parce que pour monter la coquille, ça a pris 2 ans, jusqu'en 1881. La pierre des murs vient de Val-Jalbert. Et ce sont les gars d'Héberville, les cultivateurs, qui voyagent ça l'hiver par le 3e rang. Ils partent à 5 heures le matin. J'ai lu dans les registres l'histoire de ces gars-là. Puis ils reviennent en fin d'après-midi. Ils sont habillés, bien habillés, mais ils sont gelés, ils sont fatigués. Les vêtements de moins 40, ça n'existe pas, là. Alors, ça a pris 2 ans à monter à coquille. Là, ils sont endettés. On arrête tout. On ne peut pas finir l'intérieur. Alors, il y a 4 poêles à bois, que j'ai lu, avec des tuyaux qui sortent dans la cheminée centrale qui est encore sur le toit, en haut. Et l'hiver, on fait les cérémonies dans l'église parce qu'une bâtisse en pierre, c'est humide, c'est froid, c'est pas chauffant. Fait que 30 ans plus tard, en 1914, arrive un nouveau curé qui, lui, décide de finir avec les paroissiens, décide de finir l'intérieur. Alors, c'est ainsi qu'on a eu des autres, parce qu'il y avait tout ramassé, le vieux stock de la chapelle qui était ici. Il nous reste une station de chemin de croix qui est dans le presbytère. Fait qu'on n'avait rien à rentrer dans l'église. Puis, il y a eu des rénovations.
1914, on finit l'intérieur. 1950, un curé décide et ça devient dans des tons de rose. C'était aussi très beau. Le ciel est bleu, bien sûr, le ciel est bleu. En 78, encore des grosses rénovations et la dernière date de 2015. Et en 2015? Il y a eu l'inauguration. Ça a coûté des millions, mais tout l'intérieur était refait. Et l'implication de la communauté Héberville, c'est assez spécial. Depuis 1997, il y a un encan qui rentre dans les activités du carnaval. Et cet encan-là est toujours pour un projet spécial. Genre, entretenir l'orgue une année. Genre, faire le chemin couvert. Genre, bon, il y a toujours un projet spécial. Et c'est un compte spécial. Et l'encan a toujours rapporté entre 22 000 l'année passée, 25 34 000 $. C'est quand même des beaux montants qui permettent de réaliser Oui. des beaux projets. Et c'est ça. Fait que c'est spécial comme activité de ramasser tant d'argent. Une église auquel on a pris soin toutes ces années, du patrimoine qui a été conservé. Pourquoi conserver le patrimoine de l'église Notre-Dame de l'Assomption? C'est vrai que c'est spécial et moi, je me suis aperçue avec les années que ce n'était plus qu'une histoire de religion. J'ai parlé, j'ai jasé avec des jeunes, je vais à l'encan et je me suis aperçue, on conserve, parce que, c'est un beau bâtiment, bien entretenu, il y a 7 toiles du grand peintre Charles Huot ici, dans le chœur, des toiles de Charles Huot, il n'y en a pas partout, grand peintre québécois. L'orgue est entretenu, il y a des trésors, et on pense à nos parents, nos grands-parents qui ont payé, qui ont peiné, qui ont travaillé. Ma mère qui venait faire le grand ménage au printemps avec d'autres madames, chiolait après, mais c'était beaucoup d'implications bénévoles. Et je pense que maintenant, on sauve le bâtiment parce qu'il est beau, parce que c'est un monument, parce que les gens ont payé par du travail et de l'argent. Et pour se rendre en 2015, donc la dernière mise à jour majeure, mais aujourd'hui, en 2026, est-ce qu'il y a un défi qui aurait pu mettre en péril ce beau patrimoine-là? Bien, c'est surtout le premier défi de partir de la coquille de 1881, où la paroisse a été endettée. Monsieur le curé de l'époque, Bruno Élisée Leclerc, est allé faire des emprunts aux compagnies anglaises de Québec. Et les gens, tous les ancêtres ont été taxés. Alors, avant de pouvoir finir l'intérieur, ça a pris 33 ans. Donc, on avait une bâtisse en pierre, humide, froide. Ça a été un défi parce que j'ai lu dans les registres et des anciens m'ont parlé, ce n'était pas très bienvenu. Parce qu'on avait déjà une taxe municipale, une taxe scolaire, et là, une taxe d'église. C'est bien pour dire. C'est bien pour dire que ça a été un défi. Et là, le défi, ben, c'est le défi de tout le monde, c'est le défi de la religion. Qui sera toujours remis à la table. Exact. Alors ici, on sauve le bâtiment parce qu'il est beau, parce qu'il est bien entretenu, parce qu'il y a des richesses dedans. Monsieur Fortin, maintenant. Une église doit se réinventer parfois pour rester ouverte. On a eu des innovations dans les dernières années qui nous ont permis de conserver ces lieux-là. On parle peut-être de changements au niveau de l'organisation ou dans les fonctions de l'Église, peut-être. Je pense que c'est surtout au niveau des fonctions de l'Église qu'il faut travailler. Par contre, en tant que tel, comme Hélène le disait, la bâtisse, c'est vraiment un patrimoine important pour l'ensemble de la population. Puis maintenant, on sent qu'actuellement, est utilisé à plusieurs activités là, pendant l'année. Exemple, fin d'année, bal de finissant. Maintenant, il y a l'école de musique qui est installée. Là, les bureaux sont au presbytère. Ils ont une salle de pratique dans le presbytère. Par contre, ils donnent des concerts ici 1 à 2 fois par année. Puis maintenant, dans la sacristie,
Ils donnent maintenant des petits spectacles avec des artistes locaux, avec les participations des étudiants. Donc, en réalité, là, je dirais que depuis presque une dizaine d'années, là, ça grouille beaucoup plus autour de nos bâtisses patrimoniales, c'est-à-dire l'Église et le presbytère. On sent là, qu'il y a comme un apport. La bibliothèque est venue s'installer temporairement. Puis on semble percevoir que le temporaire est en train de disparaître pour devenir comme une permanence. Puis en même temps, ça permet à aux bâtisses de mieux vivre. Parce qu'une bâtisse qui n'est pas habitée, là, c'est comme une maison là, où la mer est plus là. Dans le fond, tu rentres là, c'est triste. Par contre, quand c'est habité, qu'il y a des choses qui se passent, tu rentres là, puis vraiment, là, tu sens que c'est habité, tu te sens confortable, puis, tu peux choisir tes activités, bien sûr, mais en réalité, c'est toujours agréable de venir ici. Et si on se projette dans les prochaines années, nous savons que Héberville, depuis son centenaire, si je ne m'abuse, célèbre ses 25 ans supplémentaires. Donc, on a célébré le 125e, le 150e, le 175e. D'ici au 200e, qu'est-ce qui nous attend à Héberville? Il nous attend du développement, puis du développement humain. Moi, je vois plein de jeunes familles qui viennent s'installer. Des quartiers se développent. Alors, des jeunes, ça régénère une population par le sport, par la participation, le sentiment d'appartenance. Tu sais, une école jusqu'en secondaire 5, pour une jeune famille, c'est attrayant. Des enfants qui vont à l'école à pied. Un centre de ski, une montagne. Tu fais du ski, tu t'amuses en famille, c'est plein l'hiver. Bon, OK, c'est saisonnier, mais ça fait partie d'un service à la population. Alors, une journée à Héberville, la population ne baisse pas. Au contraire, avec les nouveaux développements, ça augmente. Puis les défis, nous, en faisant partie du 150e à 99, on disait, dans 25 ans, ça va être comment? Bon, on a fêté le 175e avec un comité organisateur qui ont fait plein d'affaires différentes, nouvelles, mais c'est vivant. Il y a du sport, les terrains de sport sont pleins, les garderies participent, c'est du plus jeune à plus âgé, là. Et d'un point de vue paroissial, M. Fortin, pour les prochaines années? Ben moi, pour les prochaines années, j'ai une très grande confiance. Parce que quand tu regardes, tu es à l'église, tu regardes autour qu'est-ce qu'il y a. Tu vois une concentration. Exemple, on avait perdu le pionnier. Là, c'est en train de se reconstruire. On a le Havre qui n'est pas bien loin, qui est proche. On a les deux écoles, Curie-Hébert, Collège Saint-Joseph, le terrain de jeu. Il y a comme une concentration du milieu qui tourne autour du bâtiment, si on veut. Okay? Donc, moi, j'ai confiance que les gens, là, ils veulent conserver ça le plus possible. Parce que si tu en enlèves, aussitôt que tu commences à en enlever, ben, le monde, ils vont ailleurs. Fait que par rapport à ça, moi, je trouve que c'est un milieu qui est dynamique. Puis, j'ai confiance que ça va le rester parce que, comme Hélène disait, au niveau des encans, là, c'est pas beaucoup de têtes. Il y a des têtes blanches, là, mais il y en a des jeunes qui y vont. Puis après ça, ils sont prêts à mettre des montants pour acheter, mais ils savent que c'est pour le patrimoine, c'est pour entretenir notre Église. Puis les gens sont contents. Je suis très heureux de voir que la jeunesse s'implique de plus en plus, que ce soit pour un contexte religieux ou pour un contexte patrimonial, surtout qu'on a tendance parfois à associer la jeunesse comme une génération plus technologique avec plus d'éloignement et le sentiment d'appartenance qu'on constate ici est assez fort. Alors, on vous souhaite que cela puisse continuer à se transmettre au travers des générations comme ça a été le cas pour les plus de 175 années d'existence de la paroisse. Alors, on vous remercie pour votre collaboration et au plaisir de se revoir dans une prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci. Oui. C'est toujours l'information qui est la clé de tout.
Oui. J'en suis certaine. Mais qu'est-ce que je fais, moi? On n'est pas là pour m'entendre chanter, on est là pour parler de monsieur. Monsieur, oui. Cet orgue a été construit dans cette église en 1914 et il a été amélioré en 1957. On est passé de 12 jeux à 13 jeux et on est passé, pour les connaisseurs, d'une traction tubulaire à une traction électronique. Ceci dit, l'orgue a eu beaucoup d'amour. Et je vais vous laisser sur un extrait. Alors merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et ce sera un plaisir de vous retrouver dans une prochaine aventure sur la route de nos croix.